Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle vidéo consacrée au DJI Mavic 3. Je vais décliner cet essai en plusieurs films pour éviter que ce soit trop long. Certains m'ont reproché que je faisais des films trop longs, c'est vrai que je suis un peu bavard, désolé. Mais en tout cas, on va parler dans un premier temps de la qualité d'image. On verra dans un deuxième temps, sur un deuxième film, comment l'utiliser en sport, puisque moi c'est mon utilisation principale, et quelles sont les qualités du Mavic 3 par rapport au R2S que j'ai précédemment. Est-ce que le suivi est vraiment de qualité? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que l'évitement d'obstacles aussi est de qualité? On verra tout ça dans le deuxième film. Dans un premier temps, on va le déballer ensemble parce qu'il y a une particularité sur ce Mavic 3 que j'ai particulièrement apprécié. C'est cette espèce de muselière qui est une protection qui me permet de l'emmener sans son sac dans mon sac à dos en l'enveloppant simplement avec une petite enveloppe en tissu. Et là, j'ai quand même quelque chose qui est particulièrement compact. Vous voyez, je vais replier le R2S et là on voit tout à fait la différence de gabarit. Ça, je ne vais pas vous cacher que le Mavic 3 est plus gros que le R2S, mais si on tient compte du fait que le R2S avec sa petite coque en plastique qui a souvent tendance à se déboîter juste au moment où on s'y attend pas et mettre la caméra tout de suite en contact avec des pièces un petit peu sensibles dans un sac, je suis obligé de prendre le sac prévu pour et donc le mettre dans mon sac à dos qui prend beaucoup de place. Donc en tout cas, je vous le répète, sur le Mavic 3, cette muselière elle est géniale, elle est très solide, vous voyez, vraiment on n'a pas de risque de crainte à avoir pour la protection de la caméra. Et après, bien évidemment, on peut le déplier et lui déployer les ailes. Et là, on a quand même un joli bébé, un sacré gabarit, nettement plus imposant, bien sûr, que le R2S. Alors, ceci étant, j'ai une petite table et j'ai trop de bazar. Alors, le Mavic 3, on peut le faire voler avec 3 télécommandes. Dans un premier temps, on a la possibilité d'acheter le Mavic 3 avec le RCN1, la télécommande de base, on va dire, sur laquelle on va venir greffer sur le devant, on va mettre son smartphone. Alors le smartphone fait toute la qualité de cette télécommande, bien sûr. Si vous avez un ancien smartphone tout petit, ça ne va pas être forcément très génial. Si vous avez la chance d'avoir un beau smartphone, moi j'ai un 14 Pro Max et là je peux vous assurer qu'on a vraiment de très belles images. La seule chose, c'est vrai que sur certains smartphones, on a parfois une réduction de la luminosité lorsqu'il fait très chaud. Bon, en ce moment, c'est pas le cas, donc j'ai pas eu vraiment un constat de ce type fait sur la RCN1, mais ça existe, il faut le savoir, lorsqu'il fait chaud, les smartphones ont tendance à baisser la luminosité de l'écran et là, on voit quand même nettement moins. Ensuite, on a la RC. Donc la RC, c'est une télécommande qui est d'un coût quand même relativement raisonnable. J'ai oublié de préciser, pour celle-ci, la N1, c'est à peu près, je crois, 150 €. Pour la RC, c'est 300, le double donc. Mais elle a quand même une fonction extrêmement intéressante, c'est qu'elle a un écran intégré et un bel écran, assez lumineux et assez grand. En fin de compte, on ne voit pas forcément énormément de différence avec l'iPhone 14 Pro Max. Et c'est quand même une télécommande légère, compacte, que l'on peut emmener dans la poche sans arrière-pensée et qui permet de faire voler le drone avec toutes les fonctions que l'on souhaite. Ensuite, vous avez bien sûr la RC Pro. Alors la RC Pro, là c'est pas le même budget, c'est 1000 balles. Donc là, moi je trouve ça vraiment très cher. L'écran est meilleur, il a à la fois une définition supérieure et puis une dynamique de lumière un petit peu supérieure également. C'est pas le jour et la nuit par rapport à la RC normale, c'est un peu mieux, mais voilà. Alors une petite caractéristique en passant, ce sont les antennes, vous voyez, donc il y a 2 antennes que l'on ressort de cette façon-là. Et ces antennes, je pense que c'est dû à cela, procurent une portée plus importante. Alors la portée, je m'en fiche un peu, moi que ça soit 8 ou 15 km, de toute façon je m'éloigne jamais plus que quelques centaines de mètres avec mon drone. Je vous rappelle que la réglementation c'est de voir son appareil, donc là moi au-delà de 150-200 mètres je les vois plus. Et par contre, chose très intéressante, c'est que cette RC Pro permet aussi d'avoir une limitation un peu moins importante quand on a besoin de passer des obstacles, on doit être
derrière un rideau d'arbres, derrière un immeuble, ou faire le tour d'un immeuble, ce que je fais extrêmement régulièrement pour faire des films, et bien là j'ai une portée qui est quand même meilleure, pas parfaite. J'ai quand même eu quelques petits retours tout home parce que il avait perdu le signal, mon pauvre drone, mais en tout cas la meilleure des 3 télécommandes au niveau de la portée, hein, entre la N1, la RC et la RC Pro, indéniablement c'est la RC Pro. Allez, on s'attaque maintenant au chapitre qui moi m'intéresse au plus haut point, hein, parce que si je prends un drone, c'est pour faire des images, et plus les images seront de belle qualité, et plus je serai content. Et là, indéniablement, le capteur micro 4 tiers, beaucoup plus grand que le capteur 1 pouce du R2S, qui lui-même était plus grand que les capteurs que j'avais auparavant, hein, à savoir le Mavic Air tout court. Hein. On avait déjà eu une belle augmentation de la qualité, une belle marche avec le R2S. Là, on est quand même sur quelque chose d'encore plus qualitatif, ça c'est indéniable, avec véritablement tout le savoir-faire à la fois d'Hasselblad. Vous savez, Hasselblad, c'est cette marque mondialement connue dans les appareils photo moyen format qui font des choses formidables en tant que capteur et surtout en tant qu'optique. Et là, on a sûrement, puisque Hasselblad a été racheté par DJI, vous le savez, eh bien une association qui fonctionne, et on a un capteur qui non seulement est plus grand que les capteurs traditionnels dans les drones compacts, et en plus on a la qualité optique, en tout cas sur la caméra principale, sur le Mavic 3. Allez, on détaille tout ça sur quelques exemples. Vous allez voir que sur la caméra principale, on a vraiment quelque chose qui est très qualitatif, qui est meilleur que le R2S, à la fois en définition, à la fois en dynamique de lumière, c'est-à-dire que les blancs sont moins vite cramés et que les ombres se fourmillent un petit peu moins. Là encore, attention, il ne faut pas vous attendre à une révolution non plus, c'est mieux, ça c'est sûr, mais ce n'est pas 2, 3, 4, 10 fois mieux, ce n'est pas le jour et la nuit. J'ai parfois vu des revues sur YouTube où on avait l'impression que tout ce qui était avant le Mavic 3, ça valait plus une cacahuète. C'est loin d'être le cas. Vous pouvez faire encore de très très belles images avec le R2S, voire même avec des drones avec des capteurs plus petits. Simplement, vous allez aller un petit peu plus loin avec le Mavic 3, et en plus, chose à prendre en considération, vous allez aussi avoir plus de possibilités de post-traitement, en tout cas en photo. Alors en ce qui concerne la qualité optique, on va faire défiler rapidement à la fois les ouvertures et la montée en ISO de l'objectif de ce Mavic 3. On va commencer à 100 ISO tout naturellement, et à la pleine ouverture à f2.8. Si j'agrandis l'image et que je compare un petit peu en faisant défiler les ouvertures, voici à 4. Vous voyez que ça s'améliore très très légèrement au centre, mais c'est vraiment pas flagrant. Et nous voici à 5.6, là aussi il y a une très légère amélioration, mais c'est vraiment à la marge. Dès la pleine ouverture, on a quelque chose de très bon au centre de l'image. Voyons voir sur les angles. Voilà, dans un des angles, là je suis à l'ouverture f2.8, on passe à f4, très peu d'amélioration. f5.6, c'est un petit peu plus sensible. Donc si on veut vraiment avoir une image photo la plus homogène possible, et ceci à 100 ISO bien sûr, eh bien il va falloir monter à l'ouverture 5.6 pour avoir le maximum de résolution. Alors autre chose assez intéressante aussi à voir, on va monter en sensibilité. Là je suis à 100 ISO, je vais agrandir l'image. Bon, l'image est détaillée, piquée, il n'y a pas de problème. Passons à 200 ISO, aucune différence, c'est exactement la même chose. 400 ISO, très très légère montée du bruit, un petit peu en arrière-plan, mais complètement négligeable. 800 ISO, je dirais que c'est assez semblable. Là aussi, c'est parfaitement exploitable. On peut monter sur cette sensibilité sans aucune arrière-pensée. 1600 ISO, premier virage. On voit bien que le capteur micro 4 tiers avoue déjà quelques limites, même si c'est encore très bon. Je vous mets l'image en pleine résolution et vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait exploitable, mais bien sûr, à 1600 ISO, on a déjà une petite montée du bruit en arrière-plan. 3200, eh bien là, le bruit se fait beaucoup plus présent. Il faudra être un petit peu plus précautionneux au niveau du développement pour avoir quelque chose de plus homogène et plus harmonieux par rapport à des sensibilités plus basses. Et enfin, 6400 ISO, là, on a quand même une dégradation à la fois des détails, une montée du bruit quand même beaucoup plus importante. Et donc je me limiterai pour ma part à des sensibilités aux alentours de 3200 ISO, voire 1600 pour être absolument nickel. Alors je ne vais pas vous refaire l'opération en mode vidéo, d'autant que les exifs n'apparaissent pas sur Lightroom, mais
peu importe, on va retrouver exactement la même montée, à la fois en qualité sur l'objectif, à savoir que si on est à 2.8, les angles extrêmes de l'image sont un petit peu moins bons. Il faudra être à 5.6 pour avoir la pleine qualité sur l'entièreté du capteur. Et la montée en sensibilité restera vraiment très bonne jusqu'à 1600 ISO, acceptable à mon point de vue à 3002. Au-delà, c'est quand même un petit peu plus du sauvetage. Alors une autre caractéristique, c'est le mode nuit. Alors le mode nuit, c'est une spécificité du Mavic 3. On a la possibilité de choisir dans le menu de réaliser des photos en mode nuit lorsque justement il y a moins de lumière. Qu'est-ce que ça apporte ? En fait, je suis un peu partagé parce que on a quelque chose qui devient un petit peu moins bruité, mais qui est un tout petit peu sous-exposé également, si on ne corrige pas manuellement. Et la différence, elle existe, mais là encore, ce n'est pas non plus quelque chose de très important. Je vous montre aussi une comparaison avec le R2S. On aurait pu croire qu'il y aurait là une très grosse différence. J'étais un petit peu déçu, je m'attendais à mieux. C'est mieux, mais c'est pas non plus la révolution à laquelle je m'attendais. Bon, ce sera sûrement pour la prochaine version. On n'allait pas croire quand même que l'on ne fait pas de très belles images avec ce Mavic 3, y compris la nuit, ou en tout cas à la tombée de la nuit. C'est très beau, c'est vraiment tout à fait exploitable tel quel. Je ne suis pas séduit par le mode nuit, mais le mode normal me permet vraiment de réaliser les images que je souhaite dans de très belles conditions. Par contre, là où c'est vraiment très net, c'est la dynamique et surtout dans les hautes lumières, on a la capacité de récupérer un peu des hautes lumières, ce qui était extrêmement difficile avec le R2S et avec les drones précédents. Là, on a la possibilité de récupérer des blancs un petit peu cramés, c'est quand même très confortable, même si en vidéo, vous le savez, c'est pas toujours simple et ça dépend aussi du logiciel de montage que vous utilisez. C'est plus facile avec DaVinci Resolve qu'avec Final Cut Pro. Là, ça n'a rien à voir avec le drone, c'est vraiment le logiciel, il faut le savoir, il y a certains logiciels qui le permettent plus facilement que d'autres. Autre point que je voulais aborder avec vous, la balance des blancs. La balance des blancs automatique sur la neige et avec le Mavic 3, elle a vraiment une très nette tendance à tirer sur le bleu, il faut le savoir. Donc il ne faut pas hésiter à corriger et à remonter un petit peu cette balance vers des tons plus chauds, ce qui vous permet de rééquilibrer l'image. Donc heureusement, c'est très facile à faire. Alors cette balance des blancs, c'est l'automatisme auquel je fais le moins confiance avec le Mavic 3. Autant les autres, je m'en sers beaucoup, autant la balance des blancs, je suis assez méfiant et il faut vraiment prendre le parti de corriger cette balance des blancs souvent, pas tout le temps, mais souvent, en particulier sur la neige, en tout cas dans ce que j'ai constaté. Pour les autres automatismes, ils sont vraiment bons. J'ai souvent tendance à les laisser en fonction, d'autant que lorsque je me filme moi-même en ski, c'est très difficile d'agir sur la télécommande. Donc je suis bien content d'avoir des automatismes qui fonctionnent bien et c'est le cas, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Tant qu'on est un petit peu dans les réglages de l'image, on va parler tout de suite du D-Log. Alors le D-Log, c'est quoi? C'est en fait une image que vous allez désaturer, décontraster, avec un effet un petit peu grisâtre. Et cette image, vous allez pouvoir la retravailler ensuite en post-traitement sur votre ordinateur, sur votre logiciel de montage. Alors, sur le principe, c'est génial parce que ça permet d'augmenter encore un petit peu la dynamique de l'image. Vous allez rattraper encore plus les blancs, également monter un petit peu les ombres sans trop monter le fourmillement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je dis ça, c'est un petit peu la théorie parce que dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'abord, il faut mettre une lutte. Une lutte, c'est une correction automatique de l'image que vous allez importer. Alors la lutte de chez DJI, elle est disponible sur leur site. Vous la téléchargez et ensuite vous la mettez sur votre logiciel de montage et vous allez pouvoir l'appliquer à l'image qui a été enregistrée en D-Log. Sauf que cette lutte, pour moi, elle n'est pas parfaite. Et il faut retravailler dessus de façon à avoir une image qui est vraiment très bonne. Vous avez aussi la possibilité de créer votre propre lutte, de faire votre propre réglage, mais dans certains logiciels, c'est pas forcément toujours évident. Toujours pareil, Final Cut, eh bien, c'est pas toujours simple d'arriver jusqu'au bon réglage sans passer par la lutte d'origine DJI ou éventuellement, il y a un certain nombre de personnes qui réalisent des luttes et qui les vendent sur Internet. Donc vous pouvez aussi acheter un lot de luttes et avoir
avoir des luttes un peu spécifiques. Donc ça permet d'améliorer un peu cette image. Tout ça pour dire quoi? Que dans une partie des cas, je renonce un petit peu au D-Log parce que je sais qu'après en post-traitement ça va être compliqué. Alors je sais que je vais faire grincer des dents parce que je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs pro qui ne jurent que par le D-Log sur le Mavic 3. C'est pas mon cas. Moi j'ai eu un certain nombre d'images qui ont été un petit peu difficiles à post-traiter ensuite et je pense, et la comparaison m'en a donné la preuve, que utiliser l'automatisme et le H265 me permettait d'avoir déjà une image pratiquement prête à l'emploi et de très haute qualité. Alors dans la particularité de ce Mavic 3, vous savez qu'il y a deux modèles de Mavic 3. Il y a le Mavic 3 normal, hein, c'est celui-ci, puis le Mavic 3 classique qui est un petit peu moins cher et qui perd cette deuxième partie d'optique, ce zoom intégré, cette deuxième capteur, parce que c'est pas le même capteur, c'est bien un deuxième capteur malheureusement. Et on a la possibilité d'avoir ainsi plusieurs zooms possibles, donc avec toutes ces optiques et ces capteurs différents. On a bien sûr une grosse différence de qualité, mais quand je dis une grosse, c'est une énorme différence de qualité. Hein. Lorsqu'on est sur le capteur normal, on va dire, hein, le plein format, la qualité est vraiment très bonne. Ça, il n'y a aucun conteste possible. Après, on a la possibilité de zoomer par palier, 2 fois, 4 fois, 7 fois, 14 fois, 28 fois. Donc on va voir tout ça, hein, on va le détailler. Et vous allez voir que autant la première caméra, la caméra principale est excellente, autant après ça commence à se dégrader. Je dirais que le zoom cette fois est peut-être utilisable de façon un petit peu rapide à certains moments parce qu'il procure des images extraordinaires qu'on n'a jamais eu sur un drone compact jusqu'à présent, avec des effets de perspective qui sont formidables. Je vous mets quelques exemples là aussi, et ça c'est vraiment génial, et rien que pour ça, moi j'aurais plutôt tendance à acheter le Mavic 3 que le Mavic 3 classique, mais il faut bien prendre conscience que la qualité est vraiment très nettement inférieure avec ce zoom cette fois. Alors quant au zoom 14 et 28 fois, je vous en parle pas, c'est de la bouillasse, c'est totalement inutilisable, je vois pas pourquoi on met des fonctions comme ça ne sert strictement à rien. Voilà ce que je voulais vous dire sur la qualité d'image du Mavic 3. Je ne vais pas parler beaucoup des photos parce que je fais beaucoup plus de vidéos que de photos avec mes drones. C'est un tort parce qu'on fait aussi de très belles photos. On peut aussi, avec ce capteur 4/3, avoir une certaine réserve, une certaine latitude en post-traitement. Ça, c'est très agréable. Et on a des photos qui sont de qualité avec 20 millions de pixels. Déjà, donc c'est assez confortable. Et avec une surface de capteur qui, elle aussi, est assez confortable. Bref, vous l'avez compris, on peut faire de très belles photos. Il y a bien sûr tous les modes panoramique, assemblage, etc. avec le bracting. Enfin, tout ça est tout à fait opérationnel, permet dans certains cas de sauver un peu les meubles, mais moi la plupart du temps j'aime bien faire mes propres assemblages, donc c'est moi qui vais prendre plusieurs photos et qui vais ensuite les assembler sous Lightroom absolument comme je veux aux petits oignons. En tout cas la qualité est là. Les photos sont belles, elles sont tout à fait exploitables et on peut les travailler par la suite, donc ça c'est vraiment très bien, sachant qu'on est quand même sur un drone qui est quand même très compact, qu'on peut emmener vraiment, je dis pas dans sa poche, mais dans un petit sac et qu'on peut vraiment trimballer partout. Pour moi qui ai travaillé aussi avec des drones moins compacts, hein, comme l'Aspire par exemple, la gamme supérieure de chez DJI, c'est pas du tout la même mayonnaise. Quand on passe sur la gamme au-dessus, souvent on est obligé d'être à 2 opérateurs, un pilote et un cadreur, et puis il faut une grosse valise, on ne risque pas de l'emmener en montagne ou de l'emmener en vélo, donc voilà, et la qualité d'image, en tout cas sur l'Aspire 2 et sur une caméra X5 par exemple, elle n'est pas si loin que ce que l'on peut obtenir avec le Mavic 3. Dernière petite chose, au niveau des automatismes, il y a aussi un régulateur de vitesse. Un régulateur de vitesse, vous allez me dire c'est quoi? C'est pas une voiture. Mais oui, mais c'est un truc qui est génial, absolument génial. Vous allez choisir une position sur les joysticks, donc donner une direction à votre drone, que ce soit une direction en montée, un virage, enfin bref, vous faites exactement ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez pouvoir attribuer une linéarité sur le déplacement grâce à un bouton. Alors moi j'ai paramétré un bouton, hein, que ce soit C1, C2, enfin ce que vous voulez. Vous mettez un automatisme sur un des boutons et cette direction, ce mouvement, c'est même pas une direction, c'est ce mouvement global est enregistré et le drone va continuer à le faire tout seul. C'est d'autant plus intéressant que deux choses. La première chose, c'est que ce Mavic 3 est équipé de suffisamment de capteurs et relativement efficace, on le verra dans le deuxième film, pour pouvoir éviter
aller se cracher tout seul si vous l'avez mis malencontreusement dans une direction qui l'amène vers un obstacle. Donc ça fonctionne, je l'ai testé, c'est très bien. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez votre mouvement qui est enregistré, qui est automatisé, et bien vous allez pouvoir corriger, agrémenter, vous allez pouvoir modifier avec les joysticks qui restent tout à fait opérationnels. Donc le mouvement se poursuit et vous allez l'affiner. Ça vous libère énormément l'esprit pour vraiment faire des images parfaitement léchées exactement comme vous le souhaitez. C'est un sacré truc ce régulateur de vitesse et je dois avouer que c'est une découverte pour moi et une très très belle découverte. Voilà les amis, ce que je peux dire rapidement sur les qualités de ce Mavic 3 tant au niveau photo qu'au niveau vidéo. Le deuxième film traitera de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Vous le savez, je suis un sportif, je suis très souvent en montagne, en ski, en VTT et donc j'ai besoin que le drone suive d'autres personnes, me suive moi et il y a un certain nombre d'automatismes là aussi qui vont vous permettre de vous aider à réaliser ces images. Sur ce, je vous dis à très bientôt bien sûr pour le prochain film et puis pour plein d'autres encore. N'oubliez pas, un petit abonnement, une petite cloche, une petite notification, voire un message, ça me fait vraiment toujours beaucoup plaisir. Et puis à très vite, ciao!